Bienvenue pour cette vidéo qui sera une brève introduction à la sécurité de Kubernetes dans Azure. Cette vidéo est une première partie parce que le sujet est assez vaste et que ce sera difficile de faire tenir ça en une seule vidéo. Donc là, on est sur la première partie. Je vais rapidement faire une introduction sur la sécurité de Kubernetes en général, puis ensuite je me concentrerai sur un des aspects de la sécurité de Kubernetes dans Azure, à savoir la protection de l'API serveur. Alors première chose, quand effectivement on parle de sécurité de Kubernetes au sens général, il faut voir que en fait, Kubernetes est une plateforme qui est relativement complexe, sur lequel il va y avoir beaucoup de choses à gérer et à traiter, quel que soit l'endroit où on est situé dans la chaîne, c'est-à-dire du point de départ, le développeur qui va créer du code, jusque à l'opérateur qui va suivre l'évolution de la plateforme, maintenir le cluster, etc. Donc globalement, il y a plein de choses à traiter quand on va utiliser du Kubernetes. Encore plus peut-être quand on va utiliser du Kubernetes chez un fournisseur de services cloud comme Azure. Mais globalement, effectivement, un seul homme ne peut pas tout gérer. À ma connaissance, c'est très difficile de tout savoir sur Kubernetes. L'environnement, l'écosystème étant tellement riche et tellement dynamique qu'on ne peut pas tout savoir. Et donc globalement, ce sujet à traiter doit être traité par plusieurs personnes pouvant faire partie d'une équipe virtuelle. Et donc traité du début de la création du code jusqu'à son opération en permanence. Au-delà de ça, j'aime bien rappeler un élément de la Cloud Native Foundation où on parle de sécurité du cloud natif. Donc cloud natif, effectivement, solution développée dans des environnements type Kubernetes. Et au niveau de la Cloud Native Security, dans le site de Kubernetes, on va retrouver une page très intéressante qui va parler des 4 C. Des 4 C du cloud natif, et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on doit connaître. Et effectivement, c'est quand on va avoir une vue, comme je le disais, de la sécurité, il faut penser le tout à différents niveaux. Donc, quand on va parler donc de Kubernetes dans Azure, on va devoir penser à la sécurité au niveau purement d'Azure. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la posture de sécurité de quelque chose, ici un cluster Kubernetes qui tourne dans Azure. Ensuite, il va y avoir des éléments en termes de sécurité à traiter au niveau du cluster Kubernetes, et là c'est du pur Kubernetes. C'est complètement agnostique de la partie Azure. Ensuite, on doit penser la sécurité également au niveau des containers. Donc les containers ne sont que des contenants qui vont contenir des choses, des applications et leurs dépendances, mais leur sécurité est un sujet à part entière, le container, et là on devient indépendant entre guillemets de la notion de Kubernetes. Et puis dernière chose, on doit penser à la sécurité du code. Là encore, le code est complètement indépendant de la notion de container, de la notion de cluster, de la notion de cloud, et le code effectivement lui-même doit subir du travail en termes de sécurité. Voilà. Donc globalement, quand on va penser de mettre son application, par exemple dans Azure sur un cluster AKS, eh bien toujours se remémoriser les 4 C, code, container, cluster et cloud. Et donc ce sont ces 4 éléments qu'il va falloir traiter. Et donc on va mettre en place des process, des hommes qui vont travailler et des technologies sur chacun de ces 4 éléments en fait pour pouvoir effectivement avoir quelque chose qui soit globalement assez sécurisé. Donc quand on parle de Kubernetes dans Azure, mais pas que, globalement nos équipes Microsoft ont défini, il y a quelques années, ont publié un article, donc c'était en avril 2020, qui était en fait une matrice de risque pour Kubernetes. Donc là, on parle bien de Kubernetes, donc on oublie le C de code, parce que là c'est très spécifique, et voilà, et on va dire que ça va plus toucher la partie Kubernetes. Donc une matrice de risque, c'est en gros qu'est-ce qui pourrait se passer et quelles sont les contre-mesures qu'on pourrait mettre en place et quel serait l'impact en fait de ces risques. Donc globalement, les équipes de Microsoft, elles n'ont pas réinventé la roue quand elles ont créé cette matrice. Elles se sont appuyées en fait sur un framework qui est assez connu, qui s'appelle le MITRE ATT&CK,
Et le Mitre Attack, en gros, est un cadre, un canevas pour définir en gros comment se passe une attaque et les différentes phases qui vont s'appliquer à l'intérieur. Donc on va parler de tactique. Et donc, dans les différentes phases qu'on pourra avoir, on a l'accès initial, l'exécution, la persistance, l'évasion, l'accès à des credentials, la découverte, mouvement latéral et impact. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le modèle du Mitre. Et à l'époque, donc en 2020, on a pris ce modèle-là et on l'a appliqué en fait à un environnement Kubernetes. Et donc ça a donné ce type de matrice où effectivement on a essayé de positionner sur les différentes tactiques certains risques, certains types d'attaques qui pouvaient être faits. Donc là par exemple ici sur l'accès initial, un exemple assez simple, c'était effectivement les dashboards d'administration Kubernetes qui étaient exposés publiquement et pas forcément sécurisés. Du coup, c'était simplement une porte d'entrée à l'accès initial à un cluster. Et puis en général, une fois qu'on a ça, le but est peut-être de créer ou d'exécuter dans les containers des choses, et puis ensuite, pour avoir de la persistance sur le cluster, on s'installe par exemple des backdoors, où on se fait des cron jobs qui vont déclencher des choses. Ensuite, on essaye de récupérer des credentials administrateurs. Pour éviter effectivement de se faire éjecter, on essaie de se rendre le plus furtif possible en utilisant des noms, par exemple, qui sont assez similaires à des pods assez connus. En tant qu'attaquant, on va nettoyer les logs des containers. Et puis après, le but, c'est d'aller faire la récolte des credentials. Hein. Je rappelle que dans Kubernetes, les secrets, par exemple, ne sont pas chiffrés, ils sont simplement codés en base 64. Donc le but après est d'aller les chercher, de récupérer des services principal, donc c'est des comptes de services dans Kubernetes. Et puis après, en utilisant l'API de l'API serveur, on peut explorer finalement tout le cluster et aller voir pas mal de choses. Ensuite, en mouvement latéral, l'idée c'est à partir de là de pouvoir rebondir sur d'autres ressources. Donc pouvoir par exemple rebondir sur d'autres ressources cloud. Donc ça c'est des exemples toutes ces attaques-là et ces risques sont connus, ils ont été appliqués. Donc, par exemple, Tesla, il y a quelques années, avait un cluster qui avait été compromis parce qu'ils avaient en fait à l'origine un dashboard qui avait été exposé. Mais à la fin, ils se sont retrouvés finalement à avoir des attaquants qui ont eu accès à des buckets S3, l'équivalent des comptes de stockage dans Azure, mais côté AWS, simplement parce qu'effectivement, les clés d'accès au bucket S3 étaient stockées sous la forme de secrets dans Kubernetes. Voilà. L'impact de tout ça, de l'attaque, effectivement, elle peut, en fait, généralement, Kubernetes va se décliner en trois grandes choses. Un, récupérer la donnée ou la détruire. Faire du resource hijacking, c'est-à-dire en gros utiliser les ressources d'un cluster Kubernetes pour faire d'autres choses que ce qui est prévu. Donc par exemple du crypto mining, c'est l'exemple le plus concret aujourd'hui qu'on a pu voir. C'est ce qui est arrivé d'ailleurs sur le cluster Tesla, mais c'est arrivé sur plein d'autres clusters. Effectivement, les clusters ont des ressources. En plus, ils ont des GPU, c'est fantastique. On peut aller chercher et on peut les utiliser pour ça. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle le resource hijacking. Et puis le déni de service, utiliser un cluster lui-même pour attaquer d'autres choses. Donc vous voyez, il y a plein de choses. Donc ça, c'était la matrice, une matrice inspirée du modèle du Mitre que les gens de Microsoft avaient fait en 2020. En 2021, on a actualisé cette matrice. Alors comment on l'a actualisée? On l'a actualisée simplement en fait en précisant que certaines techniques, par exemple, étaient nouvelles, d'autres étaient dépréciées. Donc par exemple les dashboards exposés, ça se voit relativement peu maintenant, à moins vraiment de ne pas savoir ce qu'on fait, mais comme une grosse majorité de clusters aujourd'hui exposés sont des clusters qui sont faits dans des clouds publics, les fournisseurs de cloud publics par défaut désactivent maintenant les dashboards qui étaient un pod spécifique avec un service account dans Kubernetes. Donc ça, c'est des techniques qui sont moins utilisées désormais, mais il y a d'autres techniques. Par exemple, l'accès initial peut être fait en allant, en récupérant, en volant un fichier kubeconfig, tout simplement. Et puis on voit que sur l'exécution, il y a des nouvelles techniques qui sont apparues en 2021, comme l'utilisation de sidecar pour faire de l'ingestion d'exécution de code, la persistance en utilisant des addition controllers, etc., etc. Vous avez compris le principe. Alors,
Au-delà de cette matrice qui avait été effectivement faite par les équipes de Microsoft en s'inspirant du modèle du Mitre, du coup on s'est associé avec les gens du Mitre et désormais la matrice officielle, le Mitre Attack a une matrice qui s'appelle la Container Matrix et qui va contenir effectivement l'équivalent de ce que je vous ai montré ici. Et donc sur le site de Mitre Attack, donc attack.mitre.org, dans la matrice des containers, eh bien, on retrouve effectivement les différentes tactiques dont on a parlé, les différentes phases de l'attaque, hein, donc de l'accès initial jusqu'à la persistance dans le cluster. Et puis pour chacune des tactiques, effectivement, on a un ensemble de techniques possibles. Et on peut aller voir derrière, effectivement, le détail de tout ça, déployer un container. Et là, après, vous avez le détail derrière, quelles sont les techniques, quelles sont les procédures d'exemple, etc. Donc vraiment, c'est une chose à connaître, le Mitre Attack, pour ce genre de choses. Parce que, en connaissant et en voyant à peu près les différentes phases d'attaque et où sont faits ces types d'attaques, l'idée après, c'est de se concentrer sur la configuration des 4C pour éviter d'avoir ce genre de choses. Donc on va commencer ici du côté de Kubernetes dans Azure, ou d'AKS pour être plus précis. Le point d'entrée général, l'élément super important à sécuriser, c'est l'API serveur. Donc je rappelle que dans Kubernetes, on a le cluster divisé à peu près en deux grandes parties. D'un côté les master nodes, et de l'autre côté les worker nodes. Les worker nodes font tourner vos applications, et les master nodes font en gros pilotent le cluster. Dans Azure, dans Azure Kubernetes Service, on ne va pas avoir de VM masternode, on va avoir un control plane managé. Mais néanmoins, ce control plane, effectivement, reste un API serveur Kubernetes tout à fait classique, et donc il va falloir le sécuriser. Alors comment on sécurise tout ça? Alors il y a plein de choses à faire. La première chose, ça va être de gérer l'authentification. Donc l'authentification est super importante dans Kubernetes. Je vous montrerai un schéma tout à l'heure dessus. Mais c'est la première phase par laquelle on va passer. Quand on va arriver sur l'API serveur n'est pas open bar. On doit s'authentifier auprès de l'API serveur avant de lui demander de faire des choses. Donc l'API serveur, c'est par là où on va passer pour tout faire, tout ce qui est CRUD, donc création, lecture, mise à jour et suppression de ressources. Donc pour la partie authentification, on encourage aujourd'hui fortement donc l'usage d'Azure Active Directory. Là encore, Kubernetes ne dispose pas de son propre mécanisme interne d'annuaire, on va dire. On peut créer des sortes d'utilisateurs, mais c'est plutôt des comptes de service pour être plus précis. Et donc il n'y a pas une gestion d'annuaire native à Kubernetes. Donc en général, on s'appuie sur un fournisseur d'identité qui est externe. En l'occurrence, ici, on est dans Azure, donc on va privilégier effectivement notre fournisseur d'identité qui est Azure Active Directory. Et donc, on a une option qui s'appelle le Manage Azure Active Directory qui va permettre effectivement d'intégrer la partie authentification de Kubernetes avec en fait Azure Active Directory. Donc on va pouvoir utiliser, donc avoir donc des utilisateurs. Donc les utilisateurs, quand ils vont utiliser kubectl, eh bien ils vont s'authentifier. Ils vont s'authentifier en tant qu'utilisateurs, donc ça veut dire qu'ils vont on va pouvoir profiter en gros des mécanismes de sécurisation de l'identité d'Azure Active Directory, à savoir l'Azure Multifactor Authentication, pour utiliser son téléphone ou un autre device pour faire l'authentification forte. On va avoir tout ce qui est conditional access. Je rappelle que l'accès conditionnel permet de poser des conditions disant par exemple ok, tu es authentifié, mais tu seras authentifié si tu es sur un poste managé par l'organisation dans telle région géographique avec tel système d'exploitation, avec de l'authentification forte de telle forme, etc., etc. Donc on pose des conditions qui vont permettre de dire ok, on autorise l'accès à l'API serveur sous ces conditions-là. Enfin, on autorise l'authentification à Azure Active Directory, pardon. Alors, je rappelle qu'un l'Azure AD Conditional Access, il faut être en AD Premium, P1 minimum, pour pouvoir faire ça. On a également le Just-in-Time Access, là encore, c'est un mécanisme supplémentaire qui permet effectivement de faire une élévation de privilèges à un moment donné, et donc de le faire juste pendant un instant et de ne pas avoir à 100% du temps les privilèges. Ça, c'est des choses assez récentes, hein. Vous voyez que c'est GA, donc disponible pour la prod, dans AKS depuis le mois de mars 2021.
Et puis, donc ça, c'était les utilisateurs. Donc quand l'utilisateur va faire un kubectl, la première chose qu'on va lui demander, c'est authentifie-toi auprès de Azure, les mêmes mécanismes que vous pouvez voir avec l'Azure CLI, et rien d'extraordinaire là-dessus. Une fois qu'on a authentifié, on a un jeton et on l'utilise. Si on a une application ou si on a du code applicatif qui va s'exécuter par exemple dans un pipeline de CI/CD, on ne va pas pouvoir avoir effectivement le côté interactif d'un utilisateur qui va aller utiliser son MFA ou faire autre chose. Donc l'application va passer par, on a un binaire en particulier qui s'appelle kubelogin. Et kubelogin en fait va permettre effectivement d'implémenter l'authentification Azure pour Kubernetes. Voilà. Donc ça, c'était pas inclus nativement dans kubectl, et c'est supporté avec un kubectl, on va dire un peu vieux maintenant, mais toujours bon. Voilà. Donc en gros, l'utilisateur continue à utiliser kubectl, mais s'authentifie au préalable, et l'application va utiliser kubelogin derrière. Néanmoins, quand on crée un cluster, on peut aujourd'hui également créer des clusters, enfin quand on crée un cluster Kubernetes dans Azure, un cluster AKS, on va avoir quand même un utilisateur admin de base qui est le créateur. On peut désormais également créer des clusters AKS où il n'y aura même pas de compte local admin. Alors ça, c'est super important parce que du coup, ça évitera de pouvoir télécharger le kubeconfig qui a des privilèges d'admin, qu'on télécharge avec l'option AZAKS getCredential -admin. Donc je dois avoir un exemple ici. On va regarder. Le temps que ça charge, voilà. Donc si je faisais un AZ AKS get credential, AZ AKS, voilà, get credential, donc là on donne le nom du ressource groupe, le nom du cluster, et en général, quand on précise -admin, on récupère le kubeconfig avec des privilèges administrateurs. Donc, désormais, avec l'option qu'on a qui est de dire je ne veux pas d'utilisateur admin local, et bien même avec cette option-là, on ne pourra pas récupérer le kubeconfig, donc on devra passer automatiquement, obligatoirement, par la partie Azure Active Directory. Voilà. Donc là, on a vu la première partie qui est la partie authentification. La deuxième couche derrière, je vais vous montrer un petit schéma qui est intéressant, qui est celui-ci, qui est donc la documentation de Kubernetes et les concepts de contrôle d'accès. Donc qu'on soit un humain ou une application au sens large, par exemple un pod, la première, quand on appelle l'API serveur, la première étape qu'on passe, effectivement, c'est la partie authentification. Donc on l'a vu ici, l'authentification, ça va être Azure Active Directory. Ensuite, on aura l'autorisation et ensuite, on aura l'admission control. Alors, on va aller voir la partie authentification ici. Donc, l'authentification, comme je l'ai dit, elle va passer par Azure Active Directory. Et on peut parler d'identité pour des pods. Donc, les pods, on peut leur donner une identité. Donc, il y a quelque chose en preview qui s'appelle les Azure Active Directory Pod Manage Identity. Donc, en gros, les pods vont avoir une identité qui est référencée dans Azure Active Directory. On peut avoir, pour le control plane, donc le control plane du cluster AKS pourra être soit utiliser ce qu'on appelle un service principal, donc c'est un compte de service dans Azure Active Directory, et qu'on gère soi-même avec la rotation des secrets, soit ça peut être ce qu'on appelle une System Assign Manage Identity, qui est ni plus ni moins qu'un service principal qui est managé dans le sens où la rotation des secrets est faite de manière automatique par le plateforme. Donc ça veut dire que le control plane lui-même a sa propre identité, donc on va pouvoir donner des privilèges au control plane pour faire des choses, par exemple dans Azure. Les worker nodes, eux, pourront avoir soit des System Managed Identity, soit des User Managed Identity. Alors la différence entre les deux, elle est principalement sur la gestion du cycle de vie, dans le sens où quand on va parler d'un System Managed Identity, l'identité est créée lorsque l'objet est créé, et quand l'objet est supprimé, le worker node, le worker node pool pour être plus précis, est supprimé, la Managed Identity sera également supprimée. Une User Managed Identity, c'est vous créez au préalable en tant qu'admin une identité et vous l'affectez en fait à un worker node, donc le cycle de vie là est décorrélé. Pour la partie identité, donc là ça veut dire que des worker nodes, et c'est le cas dans AKS, des worker nodes vont avoir l'identité, et donc on va leur donner le droit d'aller faire des choses. Par exemple, on va donner le droit
dans une Azure Container Registry, d'avoir le rôle par exemple ACR Pool, donc tirer des images pour des worker nodes, donc pour les identités des worker nodes. Donc là c'est très important. Dans l'Azure AD, on pourra avoir les users, j'en ai parlé tout à l'heure, qui vont en général souvent être les administrateurs. On peut bien entendu avoir des groupes, parce que quand on commence à gérer des équipes, c'est plus simple de gérer à l'échelle d'un groupe qu'à l'échelle individuelle. Et les applications, les SP, c'est le service principal que j'ai remis ici. Donc, si on résume pour l'instant, on a vu quoi? On a vu ici la partie authentification. Voilà, on a vu la partie authentification, et donc en gros ici c'est Azure Active Directory. Oui, j'écris très mal, mais j'écris à la souris. Deuxième, donc c'est comme un rasoir Gillette, hein, il y a différentes lames et il faut toutes les passer avant de pouvoir aller valider ces demandes de changement, de modification ou de création ici dans la base de TCD. Donc ça c'est la base de TCD, c'est la base où sont stockées l'ensemble des clés valeurs du cluster Kubernetes. Et donc cette base EDCD, alors vous ne la voyez pas parce que c'est un service managé, hein, et donc on la met notamment sur le Cosmos DB. Mais avant de pouvoir écrire quelque chose, effectivement, il faut passer les 3 couches. Donc, authentification, ça c'est fait. Il nous reste la partie autorisation. Donc l'autorisation dans Kubernetes, eh bien, c'est le airbag. Et le airbag de Kubernetes, en fait, le airbag, il va y avoir deux niveaux de airbag. Le airbag purement de Kubernetes, donc qui est activé par défaut quand on crée un cluster. Ça, c'est une chose qu'on ne peut pas désactiver. Donc, si je prenais un assistant de création d'un cluster, on va prendre ici, par exemple, celui-ci. Voilà, quand je suis sur la partie, quand je suis sur la zone Access, qui est donc la troisième étape de l'assistant de création d'un cluster, quand on le fait graphiquement par le portail Azure, eh bien, vous voyez qu'effectivement, par défaut, le airbag est activé. Donc, le airbag activé ici, ça c'est important, ça veut dire qu'on parle du airbag de Kubernetes. Et donc, le airbag de Kubernetes, c'est ce qui va vous permettre, une fois que le cluster sera créé, dans Kubernetes, de définir des rôles ou des cluster rôles. Donc, un rôle, en gros, c'est l'ensemble des permissions qu'on peut faire sur certaines ressources, mais à l'échelle d'un namespace, alors qu'un cluster role, c'est un ensemble de permissions, mais qui est à l'échelle du cluster. Les rôles et les cluster roles, on les bind, on les associe. Donc il y a le role binding ou le cluster role binding, et qui seront du coup associés ici, là encore, à des identités, en général des utilisateurs ou des groupes, dans la partie Active Directory. Et donc on va pouvoir, par exemple, dans un cluster role binding, dire c'est Stanislas@microsoft.com qui a le droit à qui j'associe ce cluster role ou ce rôle-là. Voilà. Au passage, si on associe des groupes en cluster role binding ou role binding avec des groupes Azure Active Directory, il faudra mettre l'ID du groupe et non pas le nom du groupe. Ça, c'est un point important. Donc ça, c'est vraiment de la mécanique pure Kubernetes, avec derrière les cluster roles, les role binding et les cluster role binding seront définis, comme vous le pensez bien, sous la forme de manifeste YAML. Une autre option existe désormais qui s'appelle le Azure Airbag, plus précisément le Manage Azure Airbag. Et le Manage Azure Airbag, en fait, l'idée c'est de se dire, ok, on fait déjà de l'administration du airbag avec Azure, on a déjà la notion de rôle qui existe dans Azure, peut-être qu'on pourrait faire la même chose pour pouvoir simplifier finalement la gestion des clusters AKS et ne pas repasser en fait, ou de faire moins d'opérations avec des YAML dans Kubernetes, alors qu'on le déploie dans Azure. L'idée, là encore, alors il faut un cluster un peu récent, mais ça va, il n'y a pas rien d'extraordinaire, c'est d'utiliser en gros des rôles pré-créés en fait dans Azure. Et donc on a pré-créé en fait un ensemble de rôles, des built-in rôles, voilà, qui existent, où on a effectivement un Airbag Reader, un Azure Airbag Writer, un Azure Airbag Admin et un Azure Service Airbag Admin. Donc là, vous avez le détail ici de à quoi servent ces choses-là.
Et l'idée, en fait, c'est de simplifier les opérations effectivement d'affectation des permissions, notamment pour les admins ou pour ceux qui après feront du airbag plus fin dans Kubernetes, mais directement le faire dès le début en associant des groupes ou des utilisateurs à ces rôles-là, en fait, qui sont des rôles pré-créés pour vous et qui s'appliqueront directement dans votre cluster. Donc, je rappelle les 4 built-in roles qui ont été créés. Ce sont ceux-là: airbag reader, airbag writer, airbag admin et cluster admin. Donc du coup, avec ces rôles-là, on comprend que on peut se permettre ici d'avoir des clusters où il n'y aura pas d'admin local. Donc pas d'admin local, c'est pas grave, parce qu'en fait le créateur du cluster héritera nativement d'un rôle qui est l'Azure Kubernetes Service airbag cluster admin. Donc il pourra tout faire sur le cluster, voire définir d'autres choses. On continue sur l'API Server, au-delà de la partie effectivement authentification pardon, en 1, autorisation en 2, et bien la troisième couche de protection dans un cluster, dans un Kubernetes pour l'API Server, c'est ce qu'on appelle les admission control. Donc les admission control, ça veut dire qu'ici par exemple, je suis alors un administrateur, je veux déployer un pod, donc je décris un manifeste YAML avec mon pod, je fais un kubectl apply-f, le nom du fichier YAML qui décrit mon pod. Là, je suis authentifié, donc je me log à Azure et c'est bon, j'ai le droit de le faire. Le airbag d'Azure me dit, écoute, par exemple, tu es cluster admin ou tu as le droit, en tout cas les permissions au niveau Kubernetes, de créer un pod. Eh bien, l'admission control va être une couche supplémentaire avant d'écrire les informations dans la base de TCD. De dire, attention, ok, tu veux déployer, est-ce que tu respectes certaines règles? Voilà. Donc ce sont des règles additionnelles et des contrôles supplémentaires. Et donc ces admission control, donc on en a qui sont fournis de base dans Kubernetes. Et globalement, on a intégré Azure Policy comme un admission control. Donc ça veut dire que dans Azure Policy, on va pouvoir en gros le sécuriser en utilisant des policies. Alors, il y a des built-in policies qui existent. Et donc on va avoir directement des stratégies de sécurisation utilisant les bonnes pratiques ou des choses spécifiques à l'organisation ou des choses liées au cost management par exemple. Et donc en fait on va pouvoir définir ça directement depuis en fait Azure Policy. Donc si on va dans Azure Policy, on va taper Policy ici dans Azure. Voilà. Voilà Policy. Et qu'on regarde les définitions, donc les règles qui peuvent exister, eh bien, si on regarde dans les catégories, on va filtrer tout ça, on va taper Kubernetes, et on voit qu'il y a tout un ensemble ici, en fait, de définitions qui existent et qui sont intéressantes. Donc, par exemple, ici, on vous dit les clusters doivent être en mode privé. Ou alors, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre de rigolo? Voilà, les clusters n'autorisent pas des containers avec des privilèges élevés. Là, si on a des images vulnérables, on n'accepte pas qu'elles soient déployées. On n'accepte pas les containers privilégiés. On ne doit pas utiliser le NSS par défaut. Voilà. Tout ça, c'est des règles, alors soit des règles de bonne pratique, soit des règles de sécurité. Mais toutes ces règles-là vont être en fait appliquées, vont vraiment se faire au niveau de l'admission control. C'est-à-dire ici. On va arriver avec sa demande, et il y a quelque chose qui va dire non, stop, là, tu veux faire un container privilégié, ou tu veux déployer dans namespace default, alors que tu n'as pas le droit par règle. Et donc en fait, Azure Policy derrière, en fait, on n'a pas réinventé des mécanismes supplémentaires, on a juste packagé, bundlé le tout dans un service Azure qui s'implémente et du coup qui va être associé avec le cluster Kubernetes. Dans le cluster Kubernetes, si vous regardez techniquement, vous allez voir quoi? Vous allez voir un gatekeeper. Et gatekeeper, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est simplement en fait une implémentation d'un admission controller pour ce qu'on appelle OPA Agent. Et donc, Gatekeeper, en fait, va être présent sous la forme en fait, de CRD, donc des Custom Resource Definition.
Donc on va pouvoir définir ce qu'on appelle des constraints ou des constraint templates directement sous la forme de YAML. Alors pour le coup, vous n'aurez pas à le faire parce que vous allez plus sélectionner dans les interfaces d'Azure les définitions que vous voulez et automatiquement on va faire le travail pour vous. C'est le côté intéressant de manager. Mais Gatekeeper, vous pourriez vous-même en fait utiliser et faire vos propres règles en disant j'autorise telle ou telle chose. Mais après voilà, il y a plein de choses ici. Et la documentation de Gatekeeper est assez complète, mais on n'a pas besoin d'aller là-dedans quand on fait quand on veut faire des admission controllers pour ce type d'opération dans Azure. Et Gatekeeper, je l'ai dit derrière, en fait, c'est simplement en fait, un admission controller pour une solution plus générale de gouvernance qui s'appelle OPA, Open Policy Agent, et qui vous permet effectivement de contrôler vos stacks. Donc OPA en fait n'est pas spécifique à Kubernetes. Effectivement, on peut l'appliquer dans Kubernetes, mais on peut l'appliquer sur pas mal d'autres choses. Mais là encore, c'est assez compliqué à gérer tout ça. Donc l'idée, c'est de simplifier aussi le ticket d'entrée à la gouvernance et aux règles de bonne pratique appliquées. Et donc du coup, c'est Azure Policy qui va vous faire le travail derrière. Donc du coup, quand on a un assistant en fait de création d'un cluster, on va avoir quelque part dans les intégrations ici, voilà. Donc, onglet intégration, la capacité de dire je veux en fait activer Azure Policy et donc ça va me permettre d'enforcer, de forcer certaines règles et de mettre des garde-fous en fait sur les clusters Kubernetes. Et donc ces garde-fous là ne sont ni plus ni moins que des admission controllers. Voilà. L'API serveur, donc 1, 2 et 3, donc ça c'est les 3 niveaux de contrôle pour l'accès. On peut également contrôler simplement l'accès du point de vue purement réseau en fait à cet API serveur, simplement en limitant les ranges d'IP qui sont autorisés à faire des appels à l'API serveur. Donc là, c'est ni plus ni moins, donc l'authorize IP range, c'est simplement filtrer, mettre une sorte de firewall basique niveau 3, 3.4, qui dira, non, niveau 3, qui va dire j'autorise telles adresses IP à m'envoyer des requêtes en tant qu'API serveur. Et ce qui n'est pas dans la liste des IP autorisés, eh bien, sera simplement rejeté. D'accord. Donc là encore, ça se retrouve dans l'interface quand on crée un cluster sur la partie networking. On peut ici cliquer, définir un set d'adresses IP autorisées et ensuite on va mettre le set. Donc on peut mettre soit des notations CDR, soit des adresses IP simples. Alors attention, parmi ceux qui ont besoin d'accéder à l'API serveur, alors effectivement il y a ceux qui sont les administrateurs, donc on va dire qu'un administrateur, on pourrait un peu contrôler son adresse IP si on connaît son routeur de sortie, quoique désormais avec le télétravail, ça devient un peu plus compliqué. On pourrait également, pareil, il va falloir donner l'accès, si on filtre comme ça, il va falloir donner l'accès également à toutes les solutions de pipeline de CI/CD, ce qui peut être compliqué, car par exemple, si vous utilisez GitHub Action avec les pools de VM hostés par GitHub, on ne connaît pas forcément toutes les adresses IP derrière. Ça peut se retrouver, mais bon, c'est juste un peu compliqué. Et puis, il faut penser également que vos worker nodes, c'est-à-dire ceux qui sont en train, les VM scale7 ou les VM qui font tourner en fait les composants, on va dire, applicatifs de votre cluster, eux-mêmes ont besoin de se connecter à l'API serveur. Donc il faut bien faire attention à autoriser également les adresses IP de ces machines. Donc attention, quand vous maniez ces choses-là, on peut facilement casser des choses, et ça c'est important de faire un peu attention. Au passage, je vous montre ici dans le portail, mais on pourrait tout à fait le voir avec la ligne de commande AZAX create, qui vous remarquerez contient un peu plus d'options que ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais ici, effectivement, on doit avoir les authorized IP quelque part. Je ne vois plus où, mais elles y sont. Public IP. Elles sont quelque part là-dedans. Je ne le retrouve plus, mais c'est pas bien grave. Voilà. On peut également spécifier pour l'API serveur, pour connaître les adresses IP justement de ces worker nodes. On peut en fait aller chercher soit l'adresse IP du standard load balancer, soit l'adresse IP de la manage NAT gateway en fonction de si on utilisait l'un ou l'autre. Donc là, c'est un moyen de retrouver l'IP,
ce qui nous intéresse, c'est pas l'IP privé, mais l'IP public utilisé par les worker nodes. Soit vous regardez l'IP associé au network, à l'Azure Load Balancer, soit vous regardez l'adresse IP de la Managed Gateway. Aujourd'hui, quand même, ce qu'on voit apparaître de plus en plus, et ça fait partie même des recommandations, on l'a vu tout à l'heure, c'est finalement de se dire, est-ce que j'ai besoin d'exposer l'API serveur? Donc là, après, ça dépend un petit peu de l'écosystème qui va tourner autour de votre cluster Kubernetes, qui a besoin de se connecter à l'API serveur. Et donc, beaucoup de clients demandent aujourd'hui à ne pas exposer publiquement l'API serveur ou de ne pas faire ce filtrage basé sur les adresses IP, mais d'utiliser tout ce qu'on appelle un private cluster. Donc un private cluster, c'est quoi? C'est ni plus ni moins en fait qu'un cluster où l'API serveur ou le control plane, pour être plus précis, a une adresse IP interne dans les RFC 1918. Et donc, du coup, la communication entre les worker nodes et la communication en général vers l'API serveur va se faire simplement de manière privative sans avoir un endpoint public côté Internet. Donc c'est assez rassurant. Ça n'enlève pas tous les mécanismes que je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc ce private cluster, il va passer par la mécanique, ce qu'on appelle Azure Private Link Service chez nous. Donc vos clusters, vos worker nodes de votre cluster AKS parleront directement avec un private link derrière. Donc auront leur propre mécanisme de résolution avec une résolution avec des private zones DNS ou éventuellement avec un public FQDN, mais qui fera une résolution avec une adresse IP dans les RFC 1918. Du coup, quand on va avoir un private cluster, eh bien, les options de connexion vont être un peu différentes. C'est-à-dire qu'il faudra utiliser soit des VM qui sont dans les mêmes VNet que votre cluster AKS pour accéder effectivement directement à l'API serveur. Soit on aura des VM qui seront dans d'autres VNet, auquel cas il faudra faire un VNet peering entre effectivement ces VM qui serviront pour la partie administration ou pipeline et l'API serveur qui sera exposé dans un VNet. Ça peut être des VM sur site qui vont se connecter derrière au travers d'ExpressRoute ou d'un VPN site à site, là encore, du coup pas de communication entre guillemets publique. Et puis dernière option qui est assez intéressante, c'est une option de la ligne de commande AZ qui s'appelle Invoke, que je trouve assez géniale. Et cette ligne de commande vous permet en fait de passer, de directement passer par la CLI d'Azure, donc de faire basiquement des communications en REST avec le client Azure CLI. Et directement vous faites passer, donc vous avez une option qui s'appelle commande invoke, voilà. Vous dites sur quelle ressource groupe, quel cluster vous voulez en fait envoyer tout ça, et ensuite vous faites passer la commande. Donc ici la commande, par exemple ce serait un kubectl getPod, là c'est juste une récupération des pods dans le namespace kubesystem, mais là en fait on va passer par une commande AZ, et ça va repasser par la fabrique d'Azure, et donc là effectivement, vous voyez qu'on n'appelle pas directement avec le kubectl l'API Kubernetes, mais on va passer par la fabrique Azure. Au passage, on peut faire des choses un peu plus compliquées, comme faire passer des fichiers. Donc là, on a une commande ici avec du Helm, par exemple. On fait passer ici un fichier, donc là, on fait un kubectl apply avec le nom du fichier, et vous voyez qu'on fait un -file, et là, on envoie son fichier. Donc ça, c'est super pratique, effectivement, pour se dire, je vais envoyer des commandes à mon cluster, et puis je vais le faire directement via la ligne de commande AZ. Alors là encore, est-ce que c'est bien utilisé tout le temps? Ça peut devenir faire des commandes un peu longues quand on a des grosses commandes kubectl, ça va forcément rajouter un peu d'entropie derrière. Donc à voir après si vous utilisez une machine de rebond dans le VNet privé pour accéder à l'API serveur ou pas. En tout cas, l'option existe. Dernière chose sur la partie de la sécurité de l'API serveur. En sécurité, au-delà effectivement de se parer à tous les risques sur la confidentialité, l'intégrité ou la disponibilité des systèmes, il faut également avoir de la traçabilité, être capable d'avoir les audits et les traces de ce qui se passe, notamment sur l'API serveur. Donc la bonne nouvelle, c'est que l'API serveur, alors c'est pas une bonne nouvelle, hein, ça fait déjà quelques années que c'est en place et c'est plus en preview, mais les journaux d'audit du control plane d'Azure, qui restent managés par Microsoft, sont disponibles. Donc vous pouvez avoir accès à l'ensemble des logs, et donc à partir de ces logs, vous allez pouvoir derrière aller les requêter. Donc le requêtage derrière, c'est des logs qui sont généralement mis dans de l'Azure, dans des Workspace Log Analytics. Donc on va faire derrière des requêtes de type custo et aller chercher les choses. Donc vous voyez qu'ici par exemple, hop, on a simplement une commande qui dit donne-moi l'ensemble des diagnostics, des logs pour le journal Kube API Server. Voilà. Après, on peut faire des choses un peu plus compliquées, mais vous avez compris le principe.
Et l'ensemble de ces paramètres vont se gérer pour un cluster donné. Voilà. Vous allez aller en fait au niveau du ressource groupe qui va héberger le control plane. Et vous allez aller venir dans la partie, si je dis pas de bêtises, log, la partie diagnostic, pardon. Et ici, en fait, vous voyez votre cluster Kubernetes. Et ici, en fait, eh ben, c'est l'ensemble des logs qui vous sont proposés pour ce contrôle plane. Et donc, vous allez pouvoir directement dire, je vais rajouter ici, je veux récupérer mes logs. Et vous dites, voilà, je veux récupérer le kubeAPI, le kubeaudit, le kubeaudit admin, etc., etc. Et ensuite, vous dites où est-ce que vous voulez l'envoyer. Donc, si vous l'envoyez effectivement sur du Workspace Log Analytics, eh bien, vous ferez du custo après derrière, mais on pourrait l'envoyer également sur une solution partenaire. Et donc, les solutions partenaires derrière, bon, il y en a plusieurs, mais il y a des choses assez classiques. Datadog, Elasticsearch, Logz.io, etc. Et bien voilà, on termine cette première vidéo sur la sécurité de Kubernetes dans Azure. Vidéo sur laquelle effectivement j'ai traité l'introduction et puis après la partie sécurisation de l'API serveur, sécurisation aux différents niveaux, authentification, autorisation et admission control. Plus la partie bien entendu réseau. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Il y a une playlist spéciale Kubernetes, Kubernetes dans Azure que je mets également ici. Et puis la suite des vidéos va arriver avec la suite des composants qu'on va devoir sécuriser pour un environnement dans Kubernetes et dans Azure. Merci, au revoir.